Bonjour à tous. Devant un public enthousiaste et euphorique, les écureuils du Bénin ont battu les Fennecs de l'Algérie 1-0 le mardi 16 octobre dernier. Un but salvateur qui permet au Bénin de rester deuxième du groupe D, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Grand moment de décryptage dans cette édition avec deux férus du football. En dossier de la semaine, la récurrente question de l'accès des femmes à la terre. On estime à 80% le taux des hommes ayant accès au foncier par voie héritage contre seulement 2% pour les femmes. Et pourtant, en milieu rural, ce sont les femmes qui majoritairement travaillent la terre. Question, qu'est-ce qui bloque l'accès des femmes à la terre? Wikeko démarre ainsi pour le compte de ce dimanche 21 octobre 2018. Merci de prendre le rendez-vous et sans plus tarder, place au mini-journal présenté par Amandine Agnabossou. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du mini-journal. Le PNUD s'engage à s'investir dans la promotion d'une croissance économique durable et forte qui profite à tous. Le bureau bénin de cette organisation internationale ambitionne réaliser ses objectifs à travers le programme pays 2019-2023. Le document d'élaboration des outils nécessaires à l'approbation et au démarrage du programme en janvier 2019 a fait objet d'un séminaire à Cotonou. Patrick Adjagbodjou nous donne un aperçu des domaines de développement concernés par ce programme. Le Bénin est le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, une décennie de partenariat axé sur des objectifs de développement durable. Cette organisation internationale est présente aux côtés du Bénin pour éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, assurer la sécurité alimentaire et promouvoir une croissance économique stable et durable. Depuis 2017, PNUD Bénin s'est engagé dans l'élaboration d'un nouveau programme quinquennal intitulé « Document Programme Pays 2019-2023 ». À partir de janvier 2019, le PNUD, à travers sa représentation du Bénin, entrevoit appuyer l'État béninois dans l'amélioration du bien-être et l'augmentation des revenus des populations par la mise en place au niveau local des infrastructures et des équipements socio-économiques qui répondent aux besoins de développement à la base. L'appui du PNUD pour la période 2019-2023 en matière de promotion d'une croissance économique forte et durable porte sur la restauration des écosystèmes forestiers et la promotion d'une énergie propre et bon marché. À travers ces multiples actions, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD prend une part active au développement du Bénin. Le gaspillage alimentaire prend de l'ampleur au Bénin. Les restes de nourriture sont parfois jetés. Pourtant, il existe des techniques de conservation ou de transformation de ces aliments. Comment éviter le gaspillage alimentaire au Bénin? C'est un reportage de Aniat Bello présenté par Ulvaeus Balogun. Aujourd'hui, dans le monde, près d'un tiers de la nourriture produite finit à la poubelle sans avoir été consommée. Cela s'appelle le gaspillage alimentaire. Une perte de nourriture qui survient tout au long de la chaîne alimentaire, notamment lors des récoltes, du transport, de la vente et de la consommation. Au Bénin, dans certains ménages et lieux de restauration, il y a par moment un surplus de nourriture. Il y a du reste de la nourriture, surtout quand on fait de lions pilés par exemple et que les clients ne viennent pas beaucoup là. Ça reste et puis on essaie de gérer. La gestion des restes d'aliments fait appel à des techniques de conservation et de transformation. Celles-ci varient en fonction des mets. S'il y a des invendus qui peuvent conserver au frigo, on les met et le lendemain, on réutilise ça. Lions pilés, quand ça reste, on met ça au soleil. Quand c'est séché, ça devient couscous. Nous n'aimons pas servir à tasser froid ici, donc on laisse ça au feu. Et quand on finit, on met de l'eau dans la marmite pour récupérer le fond. Le gaspillage alimentaire peut être donc évité et cela passe par un changement de comportement.
La nourriture qui reste là, il faut toujours savoir conserver ça. Parce que le peu que tu jettes, quelqu'un est juste à côté de toi qui a besoin de ça pour survivre. Selon une étude menée en 2011 par le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, plus de 21 200 kg de nourriture sont jetés chaque jour dans le monde, soit 1,3 milliard de tonnes d'aliments par an. Alors que 13% de la population mondiale souffre de la sous-alimentation. D'après le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire, l'objectif 2025 des pouvoirs publics est de réduire de 50% le gaspillage sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Ce qui passe par la mobilisation de tous, surtout des consommateurs qui doivent adopter de nouvelles pratiques de consommation. Parlons maintenant sport. Glisser sur un sol uni avec des patins est très passionnant pour maintes jeunes et enfants. Le roller sport draine aujourd'hui beaucoup d'adeptes. Cependant, c'est un sport très délicat dont l'initiation doit se faire avec l'expertise d'un coach ou d'un professionnel. Quelles sont les parties du corps qui en souffrent et comment s'y prendre? Les précisions, c'est avec Masbil, Akodilossi et Louis Koudogbo. Très convoité des jeunes et des petits-enfants, le roller sport se généralise dans les agglomérations urbaines. Cependant, c'est un sport qui, à l'instar des autres disciplines sportives, comporte des risques. Le risque majeur pour les pratiquants de roller, c'est la chute. Le saut fait intervenir surtout les genoux. Donc nous montons en hauteur et nous descendons. Donc ce poids du corps qui est amorti sur les roues est à même sur le long terme de créer des difficultés au niveau des genoux. En fonction de la figure d'exercice ou de compétition, certaines parties du corps sont sollicitées. Notre position n'est pas habituelle. En athlétisme, ils sont pratiquement debout, mais nous, on est souvent abaissés. Donc il y a les cuisses qui ressentent plus l'effort et il y a aussi la hanche. Parce qu'on est légèrement courbé vers l'avant. Le roller, c'est d'abord un sport d'équilibre. Donc pour maintenir cet équilibre, vous jouez aussi bien des mains, des pieds, de votre tête ou de votre tronc pour pouvoir maintenir cet équilibre. Et pour tourner, vous allez voir tout à l'heure pendant les pratiques, les athlètes adoptent diverses positions qui leur permettent de tourner facilement, de pouvoir avancer aisément et également de pouvoir contrer les forces de résistance qui sont essentiellement le vent. Cela n'est pas sans ennui sanitaire, mais ne constitue pas non plus un frein à la pratique sportive. Que la langue, les organes, les parties de l'organisme les plus touchées puissent en souffrir particulièrement, ça n'a rien d'extraordinaire. Dans le roller en particulier, vous sollicitez davantage les articulations et surtout la colonne vertébrale par rapport aux différentes postures. Que quelqu'un qui a fait du roller au troisième âge souffre de la colonne vertébrale plus que quelqu'un qui n'a pas fait du roller, oui. Est-ce pour autant qu'il ne faut pas faire du roller? Je ne pense pas. Il faut le faire et se faire suivre et dès que éventuellement des problèmes d'arthrose vont survenir plus précocement, et de toute façon il y a une prise en charge pour la plupart des maladies qui existent. Pour amortir les chocs inhérents à cette discipline, il faut se servir des matériels de protection que sont les protèges genoux et poignets, le casque et les coudières. Et surtout, se faire suivre par un coach. Lorsque vous ne suivez pas les conseils d'un professionnel, lorsque vous n'allez pas à l'école, lorsque vous n'allez pas à la base, lorsque vous n'apprenez pas les b.a.-ba de la discipline, vous vous exposez donc à ces risques-là. Mais celui qui en a pris, qui a suivi les étapes recommandées, je pense qu'il n'y a aucun risque en la matière. Parce qu'il faut aller faire, par exemple, des figures compliquées, il faut aller s'essayer à ce à quoi on ne s'est pas entraîné, ce à quoi on ne s'applique pas pour aller prendre des risques. Sinon, véritablement, c'est un sport qui n'a pas de risque pour tous les âges. Un ensemble de mesures à prendre afin que ce sport ne soit pas nuisible. Et c'est la fin de ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Amandine Agnambossou. Le mini-journal fini, place à présent à la revue de presse économique de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à la revue économique de cette semaine. Démarrons cette revue par le trafic des ivoires révélé par les forces de sécurité publique. La Nation en parle à sa une. Criminalité phonique, 183 kg d'ivoire saisis à Cotonou. Le journal précise que de présumés trafiquants d'ivoire ont été mis aux arrêts par les éléments de la police républicaine et les forestiers. Ils ont réussi à mettre la main sur 59 morceaux d'ivoire, pesant environ 183 kg le 10 octobre passé. Toutefois, il est à souligner que les ivoires saisis ne proviennent pas des packs béninois, selon le ministre José Tonator, qui a rassuré que les investigations se poursuivent pour déterminer l'origine des ivoires. Le Bénin a gagné une place importante lors du 17e sommet de la francophonie. Nouvelle Expression le mentionne à sa une. Attribution au Bénin de la présidence du réseau francophone des ministres de l'économie numérique. Le leadership de Talon Paye, Adam Soulé Zoumarou, est élue présidente du réseau des ministres en charge de l'économie numérique dans l'espace francophone. Toujours à Erevan, en Arménie, le chef de l'État, Patrice Talon, a rencontré le Premier ministre canadien en marge des travaux de la francophonie. L'économiste rapporte que la relance du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle était au cœur des échanges. L'économiste titre « Coopération bénino-canadienne » tête à tête entre Talon et Trudeau à Erevan. Le journal explique que les deux dirigeants ont discuté de la situation de sécurité dans la région ainsi que du soutien et des contributions des deux pays à l'égard de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Parlons infrastructure à présent. La réalisation de la route Kétou-Idigny s'avait lancée. La Nation titre « Réalisation d'infrastructures sous la rupture ». Démarrage imminent des travaux de la route Kétou-Idigny savait. Le journal notifie que cette entreprise est déjà à Cotonou et est en train de réaliser actuellement les actions préliminaires en vue du démarrage effectif du projet. Les activités entrant dans le cadre du marché régional pour l'attractivité et la compétitivité des territoires de la Takora et de la Donga a permis à plusieurs entrepreneurs d'exposer leurs produits destinés à la vente aux investisseurs étrangers. L'économiste titre « Marché régional de la Takora et de la Donga, les potentiels économiques exposés aux investisseurs ». Au cours des communications qui se sont déroulées, le président de la Chambre du commerce et de l'industrie a précisé que l'initiative de ce marché, au profit de la région de la Takora et de la Donga, servira à combler les déficits d'information et d'organisation qui limitent la valorisation des potentialités dont regorge cette région. Conseil des ministres, 8279 logements sociaux bientôt construits à Ouedo. Titre en manchette, fraternité. Le financement public-privé autorisé pour un lot de 2570. En effet, le gouvernement a autorisé le recours au partenariat public-privé pour le financement, la viabilisation, la construction et la concession d'une cité ministérielle à Cotonou pour le financement, la construction et la mise en exploitation de 2570 logements sociaux à Ouedo. Financement à présent, Matin Libre parle de la réduction de la dette inférieure avec la mobilisation de 260 millions d'euros. Le coup de maître de Ouadani. Selon le journal, lorsqu'elle a été lancée en février 2018, l'opération de rachat et de la dette intérieure du Bénin a suscité beaucoup de polémiques. Le journal poursuit et nous informe que le Bénin vient de lever 260 millions d'euros, soit 171 milliards de francs CFA, auprès d'une banque internationale pour réduire le poids du service de la dette afin de donner priorité aux dépenses sociales. Fermons cette revue par la victoire des écureuils sur les Fennecs. Le meilleur affiche à la une. 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Les écureuils battent l'Algérie 1-0 et s'offrent une victoire historique. Le journal nous apprend que les écureuils ont pris leur revanche ce mardi en s'offrant les hommes de Jamel Belmadi. À la 17e minute, Stéphane Sessegnon fait son numéro en humiliant sur le front droit Ghezal pour servir Cécile d'Almeida
qui catapulte la balle au fond des filets. Nouvelle expression ajoute à propos de cette victoire historique du Bénin sur l'Algérie que Talon est fier des écureuils et du peuple béninois. Le journal précise que le Bénin tient sa deuxième victoire et 7 points au total et prend ainsi l'avantage sur l'Algérie depuis 1983 et se positionne à la deuxième place au classement général derrière l'Algérie. Fin de cette revue économique. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain sur Wikeko. Merci à vous, Gloria Oni, pour cette transition toute trouvée sur le match des écureuils. En effet, le Bénin reste toujours dans les starting blocks pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Mais quelles sont les attentes du monde sportif et que peut-on espérer de ces joueurs? Instant décryptage. Et pour analyser la victoire des écureuils, avec moi sur ce plateau, Herman Amégan, journaliste sportif. Herman, bonjour. Bonjour Evalus et bonjour à tous. En face de vous, ou plutôt à côté de vous, Hugues Zinsouzunon, journaliste sportif également. Hugues, bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être des nôtres ce matin. Alors Hugues, je voudrais d'emblée vous demander, vous qui avez l'habitude de suivre les écureuils, cette victoire face à l'Algérie, est-ce le signe du renouveau du football béninois? Ou c'est trop dit? Je crois que c'est fort. C'est fort parce que on ne peut pas, à partir d'une victoire, parler de renouveau. Ce qu'on sait, et ça c'est une certitude, c'est une victoire historique. Parce que lorsque vous regardez dans le rétroviseur, je me souviens très bien, la première rencontre que je regarde, c'est en 1983. Donc ça fait exactement 35 ans derrière. C'est un dragon de Louémé contre les buffles du Borgou à l'époque de Dorego Sadou, j'étais petit, bien évidemment. Et quand on voit tous ces joueurs qu'on avait eus au début des années 80, les Johnson Fernando, les Eloge Sacramento, les Dessougbete Espedi, ils avaient pris 6-2 en 1983 face à cette équipe de l'Algérie, mais c'était quand même la grande Algérie qui revenait de la Coupe du Monde de 1982, qui a battu la Mannschaft, l'équipe d'Allemagne, qui a joué la finale face à la Squadra Azzurra en 1982. Donc c'était une équipe très forte, composée des joueurs tels que Madjer, tels que Bellomi et autres. Et ensuite, l'espoir réalisé par l'équipe béninoise, parce que l'Algérie devrait logiquement, vu les top players qu'ils avaient à l'époque, gagner en aller-retour. Ils ont réussi le nul. Et après, le Bénin n'a jamais gagné face à cette grande nation du foot sur le continent africain. Bien évidemment, je veux parler de l'Algérie. Il y a eu une autre rencontre nulle en 1997. La génération de Jean-Marc Adjovi-Boko, qui était capitaine à l'époque, ancien joueur du Racing Club de Lens. Il fait partie des hommes importants du président Macron sur le continent africain. Donc, quand vous voyez que sur 35 ans, le Bénin n'a jamais gagné l'Algérie, c'est un véritable exploit, parce que cette équipe d'Algérie actuellement a dans son effectif Riyad Mahrez, qui a été le meilleur joueur de la Première Ligue il y a 2 ans. Il y a Sofiane Fegoli, qui est un grand talent. Et puis, on a vu ce joueur qui nous a fait très très mal au match aller, qui a failli d'ailleurs égaliser sur la fin de la rencontre. Pas Bounedja, le gros frappeur sur l'équerre en fin de partie, ça on va me revenir tout à l'heure. Donc quand vous êtes assez nostalgique. Quand vous voyez, je suis obligé d'être nostalgique pour que ceux qui regardent l'émission comprennent que ce qui a été fait le mardi dernier, le 16 octobre, restera historique. C'est un véritable espoir. Parce que si on parle juste de la rencontre du mardi, les gens ne verront pas. Donc, on est obligé de comparer les générations et d'arriver à la rencontre du mardi et de dire que mardi dernier, l'Algérie avait 11 joueurs qui étaient des top players sur la pelouse et au banc de touche, ce qu'on appelle dans le football moderne, la profondeur de banc, ce qui n'est pas le cas du Bénin. Et c'est pour ça qu'on parle de véritable espoir. En plus, le meilleur joueur béninois
a écopé d'un carton rouge. Je vais parler de Stéphane Sesséon. On va y arriver. Ils ont joué. On va y arriver. Mais avant, j'aimerais bien vous demander quelle est l'importance de cette victoire pour le Bénin. D'accord, parce que depuis, je n'ai pas répondu à votre question. Je vais y arriver. Vous étiez en train de dire que est-ce qu'à partir de cette victoire, on peut parler d'un renouveau? Non, on ne peut pas parler de renouveau. Il y aura un renouveau lorsqu'on mettra en place une direction technique nationale. On parlera de renouveau de notre football lorsqu'on aura un championnat sérieux. On parlera de renouveau de notre football lorsqu'il y aura plus de trucage dans l'arbitrage. On parlera de renouveau de notre football lorsqu'on aura de véritables centres de formation, lorsqu'on aura de bons formateurs et lorsqu'on va commencer par vendre le produit. Vendre le produit, c'est avoir des joueurs au Real Madrid, c'est avoir des joueurs à Arsenal, c'est avoir des joueurs dans la Ligue 1, etc., etc. Et avoir des équipes fortes, avoir une vraie formation, comme on voit aujourd'hui avec la France, lorsqu'il y a des générations de joueurs qui partent, et que Zidane, derrière, vous avez les Paul Pogba. Donc nous, on n'a pas encore réussi à avoir ça. À partir de cet instant, on va parler de renouveau. Mais la victoire du mardi dernier, c'est un véritable déclic et ça peut relancer le football béninois en crise depuis 8 ans. Alors, un véritable déclic, Herman Amégan, et le mal, Hugues vient de le poser, c'est que le renouveau du football, on en a encore pour longtemps pour en arriver. Partagez-vous cet avis? Absolument, on en a encore pour longtemps. Encore que lorsqu'on prend quand même cette équipe des écureuils du Bénin, elle n'est plus toute jeune. Vous avez quand même Stéphane Sesséon qui a 34 ans, Salomon Junior qui a 33 ans, Khaled Adenon qui a 33 ans, Fabien Fanol qui a 33 ans, Jordan Adeoti qui a 30 ans, donc quasiment, Michael Poté également qui a 33 ans, donc quasiment des trentenaires. Et derrière, il y a qui, on ne voit pas, qui pour remplacer ceux-là? Non, je ne partage pas votre avis. Où il choisit l'angle en fait? Des trentenaires? Parce qu'il n'a cité que des trentenaires. David Digla, il a quel âge? David Digla, il a... Jodel Dessou a quel âge? Jodel Dessou, il a 26 ans. David Digla, il a 24 ans. Derrière, écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, les gens nous regardent. Alors, s'il fait l'émission sur les trentenaires, il oublie. Oui, on va le laisser aller. Mais s'il donne la moyenne d'âge, là, on peut être d'accord. Mais présenter l'équipe comme étant une équipe vieille, l'équipe n'est pas... Non, on le laisse aller au bout de sa pensée, vous permettez? Alors, donc, disais-je, on a des trentenaires dans l'équipe. Donc, à coup sûr, après notre probable qualification pour la CAN Cameroun 2019, derrière, il y a qui pour remplacer ceux-là aujourd'hui? C'est là où j'allais en venir. Est-ce qu'on a pris le temps d'avoir un championnat sérieux? Est-ce qu'on a pris le temps d'avoir une équipe junior, une équipe espoir? Eh bien non, on se rend compte que derrière, il n'y a pas forcément de la main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir remplacer ces joueurs-là qui sont en train de vieillir, donc, parce qu'ils ne sont pas éternels non plus. Donc, quelque part, on ne peut pas encore parler de renouveau du football. C'est vrai, la victoire du mardi passé, elle est historique parce que ça a suscité quand même un déferlement ou a provoqué un déferlement de passion. Lorsque vous voyez des joueurs quand même en symbiose avec leur entraîneur, dans les vestiaires, il y a eu un véritable tapage, ils ont chanté, ils ont dansé. On a vu les images donc, sur Internet où Fabien Fanol était en train de psalmodier donc, un morceau, une chanson populaire en fond. Voilà, donc tout cela quand même, lorsqu'on regarde ces images, on sent quand même qu'il y a quand même de l'enthousiasme dans l'air. Mais l'enthousiasme dont vous parlez, qu'est-ce qui a poussé les écureuils à aller au bout? On les a vus quand même en Algérie, ils ont pris 2 buts. Vous savez, aujourd'hui, on a comme l'impression que les joueurs veulent se sublimer. Je l'ai rappelé tout à l'heure, beaucoup sont en train de partir et ils veulent sortir par la grande porte, c'est-à-dire jouer une dernière Coupe d'Afrique des Nations avant de peut-être mettre un terme à leur carrière internationale. Donc, ceux-là sont en train aujourd'hui de se sublimer. Lorsque vous voyez le match de Stéphane Sesséon au stade municipal de Lomé, il a été monstrueux, comme l'a dit Jean-Marc Odubiboko. C'est vrai qu'en Algérie, il n'a pas été phénoménal, mais il reste quand même le dépositaire du jeu de cette formation béninoise. Et à Cotonou, que dire sur cette action? Tous les commentateurs internationaux, béninois comme internationaux, ont loué quand même le génie de Stéphane Sesséon qui, sur un coup de dribble, a quand même déposé 2 joueurs algériens qui n'étaient pas des moindres. Vous avez quand même Ghezal qui joue quand même à Leicester. Vous avez également quand même le défenseur algérien qui est également dans un grand club en Europe. Donc Stéphane Sesséon qui, sur un coup de génie, dépose 2 joueurs. Vous le voyez, on sent de l'enthousiasme. Et juste après, derrière le carton rouge de Stéphane Sesséon, la dernière fois, on a vu sur la pelouse du stade général Mathieu Kérékou des joueurs qui étaient volontaires, des joueurs qui étaient combatifs, des joueurs qui se sacrifiaient à la limite. On a encore vu ces valeurs au sein des écureuils. Je crois que ça remonte à longtemps. Et on est quand même en train de voir qu'il y a
probablement ou forcément la patte Michel Dussuet, parce que quand on évoque le nom Michel Dussuet sur le continent africain, il n'est pas incognito. Alors, il a quand même, Michel je Dussuet, vais dire quelque chose qui va vous choquer ou qui va blesser certains. J'ai l'impression que les Béninois ne connaissent pas le foot. Alors, lorsque vous prenez, je dis, je suis affirmatif, j'ai l'impression que les Béninois, ils ne connaissent pas le foot. Je le dis et je vais me résumer. Si vous voyez des Béninois, une fois que les écureuils perdent un match, ils disent ils sont nuls. Oh là là, mais ces joueurs, ils ne jouent rien. Dans ce pays, le Bénin a gagné le Ghana. Pendant ce temps, personne ne voit. Le Bénin ne joue rien et le Bénin joue une CAN en 2004, 2008, 2010. Le Bénin ne connaît rien. En Algérie, vous jouez à Blida dans un stade. Mais cela peut se comprendre. Non, c'est une méconnaissance du foot. Mais ça peut se comprendre quand on sait qu'on a un public. Dans un stade complètement chaud bouillant. Et vous encaissez les 2 buts sur des faits de jeu ou une défense qui est attentiste. Ça n'arrive pas aux grandes équipes. La fois dernière, il y a eu de la motivation, il y a eu de la détermination, il y a eu du coaching. Et puis, les gars ont joué avec le cœur pour gagner. Et il y a eu également le public, il ne faut pas oublier le public très euphorique. Mais bien sûr, un public qui peut passer son temps à insulter les gens, alors qu'on n'arrive pas dans un stade pour insulter les gens. Mais le public s'attend à une victoire, vous comprenez que quand le public est déçu... Soyons réalistes. On sait que l'Algérie est plus forte que le Bénin, que ce soit sur le papier, que ce soit sur la pelouse, en aller comme au retour. Alors, à des moments donnés, vous perdez contre le Cameroun, vous perdez contre l'Égypte, des gens qui ont mis en place des structures pendant plusieurs années, des gens qui ont de grands talents, des gens qui ont travaillé, et on est surpris de voir que son pays n'a pas gagné. Ou on ne veut pas du tout parler de foot, on est dans des considérations qui n'ont rien à voir avec le foot, ou on est dans les blablabla, et je constate que les blablabla ont tellement pris de la longueur sur la réalité et sur ce qu'on doit faire pour avancer. Comme on le dit, on ne peut pas parler du renouveau. Et là, je rejoins Eman du foot. Il faut réorganiser les choses. Et réorganiser les choses, ce n'est pas passer des jours, des années sur les plateaux comme on l'a fait en décriant, en disant que rien ne marche. C'est vraiment un scandale. Le football béninois est à terre. Alors Hugues, voilà, c'est la fin du monde. Mettre les choses en place, c'est le rôle de la fédération. Alors aujourd'hui, c'est le rôle du gouvernement également. Oui. Alors est-ce qu'aujourd'hui, nous occupons la 2e place dans le groupe D? Est-ce qu'on peut espérer véritablement aller au Cameroun en 2019? Je ne vais pas être affirmatif parce que le Togo s'est relancé. Le Togo a 5 points. Le Bénin va jouer sans son meilleur joueur, Stéphane Sesséan. Je ne sais pas dans quel dispositif Michel Dussuet va jouer et aller en Gambie. C'est très très difficile de gagner là-bas. Donc le Bénin a encore 2 jokers. On est en pole position pour le moment. Donc si on grille le joker de Banjul, il va falloir forcément gagner la dernière rencontre contre les éperviers du Togo. Et on sait que le derby entre le Bénin et le Togo, c'est toujours imprévisible. Mais on a notre destin en main. À nous de jouer vraiment les cartes, d'être gonflé à bloc derrière cette équipe nationale. Parce qu'une qualification à une Coupe d'Afrique des Nations peut aider ce football béninois qui est plus dominé par la crise. Parce que quand vous entendez, si ce n'est pas des problèmes de partage d'argent qui divisent, c'est la position des journalistes. Je parle bien des journalistes eux-mêmes en prenant position, en ne parlant pas du jeu, en rentrant dans les blablabla qui n'ont rien à voir et qui n'aident pas le foot. Parce que si on veut aider le foot, Hugues, vous permettez un dernier aspect avant si on veut aider le foot, il faut voir les choses autrement. Il faut faire les choses comme ça se fait au Sénégal. Il faut faire les choses comme ça se fait au Nigeria. Il faut imiter les grandes nations. Alors, un dernier aspect avant de finir, c'est que l'arbitrage, pour beaucoup, a été une grosse bourde. 10 minutes de temps d'arrêt de jeu, un carton rouge. Est-ce qu'on peut incriminer l'arbitre? Alors, c'est vrai que M. Jackson Pavaza, qui était l'arbitre central quand même de cette rencontre, on ne va pas dire qu'il a fait le meilleur match de l'année. On ne va pas également dire qu'il a fait le pire match de l'année. En ce sens que sur le carton rouge, lorsque vous analysez quand même les tests qui régissent l'arbitrage sont clairs et nets, lorsqu'il y a réclamation, c'est vrai, en tant que capitaine, vous pouvez réclamer. Eh bien, il y a la manière pour réclamer. On ne sait pas comment ça s'est passé entre Stéphane Sesséan et M. l'arbitre,
De toute façon, on a l'impression que Stéphane a échangé des mots avec l'arbitre, des mots qui, sans nul doute, n'ont pas été très appréciés de M. Jackson Pavaza, qui, en un premier temps, lui a donné un carton jaune avant de lui donner le carton rouge. Donc, sur cet aspect, moi, je ne peux pas forcément juger parce qu'on Mais on apprend que la fédération a déposé plainte auprès de la CAF. Ah mais écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux pour voir ce qu'il faut savoir ce que ça va donner. Vous en savez quelque chose? Je sais que le ministre Omeki et la fédération ont travaillé sur le dossier et qu'ils auraient porté plainte contre l'arbitre. Mais pour moi, le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est de travailler afin que Stéphane, s'il rate le match contre la Gambie, qu'il puisse jouer la dernière rencontre contre le Togo. En fait, montrer les séances vidéo, mettre les choses à ralenti et montrer aussi que l'arbitre n'a pas été psychologue puisqu'il y avait 2 fautes de suite sur Stéphane Sesséan. Il fait la réclamation, il lui donne le jaune. Ensuite, je ne sais pas si Stéphane, il y a eu des injures ou des propos ou des envolées de Stéphane Sesséan et le règlement il est clair. En fait, s'il y a eu des envolées, c'est qu'il y a carton rouge. Maintenant, je vais revenir sur les 10 minutes de temps additionnel avant de conclure. Dans une rencontre, on peut donner 18 minutes de temps additionnel, on peut donner 15 minutes de temps additionnel. C'est en fonction, l'arbitre, lui, il décompte, il voit le temps additionnel. Globalement, il a été un peu dur dans la rencontre. Mais bon, on ne va pas faire toute la rencontre. 2019 nous attend, mais c'est des enjeux économiques également. En 2019, il faut que le gouvernement investisse beaucoup de moyens pour accompagner les écureuils au niveau de l'habillement et tout le staff. Vous pensez que ça mérite véritablement qu'on investisse autant d'argent pour accompagner les écureuils? C'est ce que je vous dis. Je dis, les Béninois ont une méconnaissance du foot. En fait, si les joueurs y voyagent, il faut payer des billets d'avion. S'ils vont en Afrique du Sud, ils vont quelque part, il faut payer les billets d'avion. Vous jouez avec des joueurs qui jouent en France, comment dit-on, en Angleterre, qui gagnent des primes de match de 2 000, de 3 000 euros. Ils arrivent en sélection. Le Bénin n'est pas différent des autres pays. Il y a des primes qui sont standards. Donc, on n'invente pas le foot. Ou vous ne voulez pas jouer, vous restez à la maison, vous dites, nous, on ne joue plus au foot, on passe à autre chose. Donc c'est ce qui se fait. Quand on dit qu'on investit trop sur les écureuils, on investit quoi trop sur les écureuils? Aller chercher les primes au Togo, aller chercher les primes au Nigeria, etc., etc. Ce qui serait intéressant, quand vous parlez de développement de football, le développement de football, par contre, ne peut pas se faire sur une équipe nationale. Le développement du foot se fait à partir des centres de formation. Le développement du foot se fait à partir des clubs. Le développement du foot se fait à partir de la formation des formateurs. On constate que le Bénin, jusqu'à la minute où nous parlons, sur le plateau de BB24, n'a pas une direction technique nationale. Alors, on sait que la direction technique nationale est la base du développement du football partout au monde, et on ne l'a pas. Là, on peut commencer vraiment par se poser des questions. Et c'est sur ces aspects que le ministre Omeki, ce sont sur ces aspects que le gouvernement béninois doit travailler. On peut aussi passer le ministre doit travailler sur ces aspects. Au gouvernement, comme on le fait partout. Mais moi, je crois qu'il faut regarder les gens en face et leur dire il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça se fait dans tous les pays si on veut développer notre. Alors, vous permettez, Eman, il faut faire comme cela se passe dans d'autres pays, mettre beaucoup de moyens pour accompagner les écureuils et espérer. Pas mettre beaucoup de moyens pour accompagner les écureuils, injecter assez d'argent dans le football, surtout le football à la base, parce que lorsque vous n'avez pas pris le temps de former, eh bien, vous ne récoltez absolument rien du tout. Aujourd'hui, vous prenez une équipe comme l'équipe de France, ils ont dans leur antichambre... Mais investir à la base voudrait dire quoi? Investir à la base, c'est construire des centres de formation, c'est susciter également, c'est encourager la formation à la base, surtout parce que sans école de football, sans centre de formation de football, eh bien, vous n'avez pas de bons produits sur la durée. Le football aujourd'hui ne s'apprend plus dans la rue. C'est vrai, vous pouvez avoir le talent naturel, vous pouvez avoir le génie naturel qu'il faut, mais il faut pouvoir vous perfectionner dans les centres de formation. Les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, on crie leur nom tout le temps. C'est vrai, ils ont le talent, mais ils ont été perfectionnés. Ils ont eu une séance de post-formation pour certains et ils ont continué leur formation pour d'autres au sein des centres de formation. Aujourd'hui, maintenant, on ne peut pas être digne, on ne peut pas se frapper la poitrine et dire voilà, on a un centre de formation digne du nom, on n'en a pas. Et donc, il va falloir à un moment donné investir donc, dans ces centres de formation. Vous qui avez étudié au Sénégal, il y a Diamba que vous connaissez, Génération Foot, ils ont vendu on va y arriver. Ils ont vendu Sadio Mané, ils ont vendu de grands joueurs en Ligue 1. Lasek Mimosa, des joueurs à Arsenal, à Barcelone, ils ont joué dans les plus gros clubs au monde. Merci à vous, Hugues Zissouzounon. Il n'y a pas un centre de référence, il n'y a pas des formateurs de référence. Donc il faut faire la formation des formateurs,
il faut investir beaucoup d'investissements à faire dans le football, dans la formation et dans l'organisation. Merci à vous Hugues Zissouzounon, merci également à Herman Amégan pour l'instant décryptage. Merci, souhaitons que les écureuils également puissent porter chance au Bénin pour qu'on puisse beaucoup plus être fiers de nos écureuils. Absolument. Je le disais à l'entame de cette émission, 80% des hommes ont accès au foncier par voie d'héritage contre seulement 2% pour les femmes. Et pourtant, ce sont les femmes qui majoritairement travaillent la terre. On parle à présent fin zéro et accès des femmes à la terre dans le dossier de la semaine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, un accès sécurisé à la terre et une autonomisation des femmes rurales dans les pays en développement permettrait d'accroître de 20 à 30% la productivité et d'accroître la croissance de l'économie nationale. Suivons cet élément avant de revenir. Dans le monde, 821 millions de personnes, soit une personne sur 9, se couchent l'estomac vide chaque soir. Un constat contre lequel la communauté internationale s'est engagée en décidant d'éliminer la faim et toute forme de malnutrition dans le monde d'ici à 2030. Une vision salutaire définie dans l'objectif de développement durable numéro 2. Fin zéro, c'est de mettre en place des politiques, de mettre en place des infrastructures et de former des gens, les populations, de manière à faire que la nourriture soit accessible, soit disponible et soit de qualité. La nourriture accessible, ça veut dire qu'il y a des routes, des infrastructures routières qui existent pour que là où la récolte est, qu'on aille la chercher et la mettre à la disposition des populations. Accessibilité aussi, c'est de faire en sorte que chacun ait les moyens financiers, ceux qui n'ont pas la terre pour produire, aient les moyens financiers pour acquérir la nourriture. La disponibilité, c'est que la nourriture existe à tout moment de l'année. L'éradication de la faim et de la malnutrition constitue alors un enjeu majeur dont le défi est de rendre les systèmes alimentaires et agricoles durables, ce qui pose la problématique de l'entrepreneuriat agricole. Si nous savons qu'aujourd'hui, environ 40% de notre population continue de vivre sous le seuil de la pauvreté, alors que nous avons des terres qui ne demandent qu'à être exploitées. Nous avons la possibilité de produire suffisamment pour l'autosuffisance alimentaire, mais pour revendre aussi, pour atteindre un certain niveau de développement. Du coup, cela va sans dire que nous gagnerons beaucoup plus à retourner à la terre. Et si la terre est le socle pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, son accès continue d'être une équation difficile, surtout quand il s'agit des femmes. L'atteinte de cet objectif de fin zéro à l'horizon 2030, cet objectif ne peut pas se réaliser sans l'accès des femmes à la terre. Parce qu'en réalité, 50% de ce que nous consommons est produit par les femmes. Du coup, permettre aux femmes d'avoir accès à la terre, c'est tendre vers l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. On a encore, dans nos manières de faire, dans nos manières de réfléchir, des barrières par rapport à l'accès des femmes à la terre, par exemple. La femme n'a pas droit d'hériter la terre de son père ou de sa mère. Selon des études diligentées par la Fondation Konrad Adenauer dans l'Atlantique et le littoral, seulement 18% des femmes ont accès à la terre. L'illogisme, si je peux parler comme ça, c'est que c'est la femme qui cultive et qui nourrit, qui met à la disposition de la population plus de 50% de la nourriture que nous mangeons. Imaginez par exemple qu'elle ait accès à 30%, à 40% seulement. Vous voyez combien elles vont produire? Nous serons un grenier dans la sous-région. Si nous permettons à 100% de femmes de bénéficier, de jouir de leurs droits, c'est que nous devrons tendre vers l'horizon 2030 à cet objectif-là d'éradiquer la faim dans le monde. L'approche genre apparaît alors comme la solution. D'où la nécessité de l'intégrer dans les politiques, programmes et projets liés à l'agriculture, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
On parle donc fin zéro et accès des femmes au foncier. Et sur ce plateau avec moi, une spécialiste en projet d'autonomisation des femmes. Elle s'appelle Madame Ella Wama, épouse Mara. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Vous allez bien? Bien, merci. Alors, vous l'avez suivi avec nous dans cet élément et la FAO le dit d'ailleurs si bien que si les femmes jouissaient au même titre que les hommes d'un accès à la terre, le nombre de personnes souffrant dans le monde serait réduit de 100 à 150 millions. Est-ce vrai? C'est la vérité, c'est la réalité, on le constate. La femme est présente dans tous les maillons de la production et de la commercialisation et de la nutrition. On ne peut pas parler d'atteinte de l'objectif fin zéro en laissant en rade les femmes. Et le problème principal, c'est leur accès au foncier. C'est vrai, il y a des dispositions légales qui prônent... Mais avant d'en arriver aux dispositions légales, vous venez de dire que les femmes n'ont pas accès à la terre. Qu'est-ce qui bloque cet accès-là? Vous savez, nous avons hérité d'une société phallocrate et pendant longtemps, les femmes, pour des raisons sociologiques, n'ont pas été considérées comme des êtres à part entière, mais plutôt comme des sous-personnes. Donc les femmes n'ont jamais hérité la terre. La femme ne cultive pas sa propre terre, mais la femme cultive avec son mari. Les femmes font un travail formidable dans tous les maillons, mais un travail, hélas, non valorisé. Et qui n'est pas reconnu. Non valorisé, qui n'est pas reconnu. La femme n'est pas renforcée dans ce travail. Elle n'est pas autonomisée, de sorte que nos pays perdent énormément de par ce manque d'autonomisation des femmes et ce non-accès des femmes à des terres de façon durable. Mais ce qui ne se comprend pas, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même un dispositif législatif et même juridique qui est mis en place pour permettre aux femmes d'avoir accès à la terre. Qu'est-ce qui fait que dans la pratique, ce n'est pas encore évident? Une chose est d'avoir ce dispositif légal et une chose est l'applicabilité et l'application réelle de ce dispositif. Il y a des mécanismes, il y a des modèles qui peuvent être appliqués pour faciliter réellement l'accès des femmes aux terres de façon durable. Et il faut agir aussi sur les blocages sociologiques de l'accès des femmes aux terres. Vous disiez qu'il y a des modèles. De quel modèle parlez-vous? Nous avons vu des communes qui ont mis à la disposition des femmes les anciennes plantations, beaucoup de terres communales. Si dans chaque village, nous avons des carrés de terre spécialement réservés aux coopératives de femmes, vous savez, les femmes, elles travaillent beaucoup. Et dans l'agriculture, elles travaillent énormément. Les femmes rurales travaillent énormément. Si on leur laissait ces terres-là, elles peuvent cultiver et être économiquement plus autonomes. Et c'est la société qui gagne parce que c'est la nutrition qui s'améliore, c'est la faim qui recule. C'est la faim qui recule. Mais alors, au-delà de l'expérience que vous venez de partager avec nous, ce modèle, y a-t-il d'autres actions qu'il faut poser pour permettre aux femmes aujourd'hui de tirer véritablement profit de l'accès à la terre? Tout à fait. La FAO le dit et le redit, mais concrètement, il faut déjà agir sur ces pesanteurs sociologiques dont nous avons parlé et il faut manifester une volonté politique qui va au-delà des simples dispositions légales pour permettre aux femmes réellement de jouir de l'accès des terres, aux filles déjà et aux femmes. On vous dira, la femme n'hérite pas la terre parce que lorsqu'elle se marie, elle doit emporter son héritage. Or, la terre ne bouge pas, mais c'est réciproque. La femme que vous épousez qui a la terre, c'est de la même manière que votre fille qui se marie ailleurs part aussi avec son héritage. Il ne faut pas voir les choses dans un seul sens, c'est dans les deux sens. Et il faut aller au-delà de cela. Est-ce que la crainte, l'exemple que vous évoquez, la crainte n'est pas que quand le parent laisse la terre à sa fille, il ne craint pas que sa fille remette cette terre-là à son mari, le mari qu'elle va épouser? Non, les femmes de plus en plus en milieu rural, leur leadership est renforcé et ces femmes-là sont autonomisées. Je pense que le bénéfice que notre nation aurait à faciliter l'accès des femmes aux terres et l'exploitation de ces terres-là réellement par les femmes, ce bénéfice est si grand qu'il faut aller au-delà des simples considérations d'héritage ou de mariage des femmes. Les femmes sont faites pour
se marient et ce n'est pas une raison pour ne pas leur permettre de jouir de la plénitude de leurs droits. Et le droit au foncier, l'accès au foncier est un droit entier des femmes, un droit duquel c'est toute la communauté, c'est toute la nation, c'est le monde entier qui tire des bénéfices énormes. Alors ce droit-là, d'ailleurs, a été consacré par le Code domanial et foncier et qui donne plein pouvoir aux femmes. Mais le Bénin s'est engagé justement dans cette lutte pour la fin zéro. Et une commission a été mise en place qui a beaucoup travaillé et qui a livré il y a quelques jours ses résultats au gouvernement. Pensez-vous, quand on prend le cas du Bénin, pensez-vous aujourd'hui que les femmes soient prioritairement celles qui arrivent qui peuvent permettre l'autosuffisance alimentaire? Autosuffisance alimentaire, c'est avec les femmes, ce sera par les femmes. Fin zéro, ce sont les femmes en amont, ce sont les femmes en aval. Ce sont les femmes à toutes les étapes si nous voulons réellement parler de fin zéro. Que ce soit au moment des semis, donc l'augmentation des surfaces cultivées, que ce soit au moment de la récolte, ce sont les femmes. Que ce soit la conservation des récoltes pour éviter le gaspillage, ce sont encore les femmes. Que ce soit au niveau de la qualité des aliments que nous consommons, on retrouve encore les femmes. Que ce soit dans les circuits de commercialisation, donc la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation de... ces 4 piliers, pour atteindre les 4 piliers de la sécurité alimentaire, il faudra retrouver les femmes en pole position. Donc, il faut réellement impliquer les femmes et agir de sorte que les femmes tiennent les leviers pour atteindre l'autosuffisance alimentaire au Bénin. Alors, quel devrait être le rôle de l'État, pour permettre à ces femmes-là d'avoir tout ce qu'il leur faut pour nous aider à atteindre l'autosuffisance alimentaire? Ce sera d'abord de faciliter leur accès et leur installation sur les terres. Ce sera aussi d'alléger la pénibilité des travaux champêtres faits par les femmes. Ce sera aussi de faire la promotion des systèmes appropriés de distribution, de crédit, de production et de commercialisation des produits alimentaires. Et ce sera aussi de renforcer les capacités des femmes dans la nutrition, pour que chaque Béninois puisse jouir d'une nutrition de qualité, de produits alimentaires de qualité pour avoir une santé saine. Et c'est l'économie qui en dépend et c'est l'économie qui en est bénéficiaire. Si on n'a pas des hommes bien valides pour bien travailler, le pays ne peut pas avancer. Et ça commence déjà depuis la conception de l'enfant. Donc, ce sont les femmes, c'est de 0 à l'âge adulte, ce sont les femmes qu'on retrouve dans ces rôles. Ces femmes ont besoin d'être renforcées dans ce rôle et de leur permettre d'exprimer le potentiel qui est en elles. Mais de façon pratique, c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons déjà l'arsenal législatif qui est en place. De façon pratique, l'État doit faire quoi? C'est-à-dire, si aujourd'hui on dit à l'horizon 2020, on veut que le Bénin soit à un tel niveau pour permettre, en termes d'accès des femmes, qu'est-ce que l'État doit faire véritablement? Parce qu'il faut agir sur les pesanteurs sociologiques. Il faut permettre aux femmes, il faut les sensibiliser pour qu'elles-mêmes soient conscientes du rôle qu'elles doivent jouer. Qu'est-ce qu'on doit faire de façon concrète? Il faut déjà attribuer des parcelles ou des champs ou des plantations réservées. Exactement comme on le fait pour les réserves administratives, il faut faire des réserves pour les coopératives de femmes, pour les femmes productrices. Ce sera déjà un pas. La deuxième chose, c'est d'agir réellement pour faciliter la levée de ces blocages sociologiques. La troisième chose, ce sera le renforcement des capacités de ces femmes-là sur la qualité, la conservation des produits alimentaires et sur la qualité des produits alimentaires que nous consommons. C'est bien possible et l'État peut le faire, c'est le rôle de l'État de le faire. C'est le rôle de l'État. Ce sera donc votre conclusion ou bien vous avez quelque chose à ajouter? Je dirais simplement, la fin zéro au Bénin, ce sera avec les femmes en amont, ce sera par les femmes et ce sera pour toute la société. Un très bon slogan qui met donc un terme à Week Eco. Merci à vous, Madame Ella Wama, épouse Mara. C'est bien ça, vous êtes spécialiste en projet d'autonomisation des femmes. Merci. C'est tout pour Week Eco de ce jour. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Week Eco, c'est tous les dimanches à 11 h sur votre chaîne de développement BB24.